Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. On se retrouve après un week-end NBA, un week-end de début de playoff assez incroyable. On a eu des matchs serrés, on a eu des matchs accrochés, des surprises. C'était vraiment un excellent premier week-end. Mais aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour en parler vraiment, on se retrouve pour la deuxième partie de notre Power Ranking. Je le précise avant tout, Power Ranking qui avait été effectué avant le début des playoffs. On vous invite à aller écouter la première partie la semaine dernière. Pour ce faire, j'ai avec moi, avec un maillot de Marseille collector, pas forcément pour le bon goût, Madiane. Comment ça va, Madiane? Eh ben, ça va très bien. Mieux en tout cas que l'équipe qui distribue ce maillot. Très bien. En parlant d'équipe de Ligue 1 qui fait un petit peu la grimace, j'ai avec moi un homme à la mine un peu déconfite, un petit peu en plein questionnement sur son avenir de supporter. C'est Alan. Comment ça va? Ça va, ça va. J'ai mis des couleurs roses, les supporters, les gens qui nous écoutent. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui doivent habiter sur Toulouse. Je vous jinx en avance avant le match de barrage magnifique que va jouer mon club. Je pensais jamais descendre aussi bas, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On a d'ailleurs alors les statistiques datent d'il y a quelques mois, mais on est pas mal écouté, je sais, du côté de Toulouse. Donc je ne vous souhaite aucun mal. Hein. Vous avez gagné en rugby, laissez-moi rester en première division. C'est vrai, ouais, un petit échange. Alors du coup, niveau basket, on va donc discuter, on va, après avoir parlé des équipes de 20 à 11, et s'être plutôt bien débrouillé pour ce qui est du play-in, à l'exception de la surprise Memphis. On va remonter cette fois-ci de 10 à 1. Donc encore une fois, petit rappel avant de commencer. C'est un classement qui se base sur le futur chemin de l'équipe. On ne dit pas que l'équipe 3 est meilleure que l'équipe 4. On dit que selon nous, l'équipe 3 ira plus loin que l'équipe 4. Voilà. Avant de reprendre avec l'équipe 10, je vous invite comme d'habitude à nous suivre sur Twitter et puis sur les plateformes où vous écoutez le podcast et puis aussi sur YouTube pour voir ce magnifique maillot collector de Madiane. Je t'avoue que je pense que c'est sans doute le maillot de Marseille le plus moche qui a été fait, je pense. Non, il y a le orange. Ah oui, le orange aussi était pas mal. Et puis on se retrouve juste Ligue après des Champions, c'est horrible. Ah ouais, il y a eu un espèce de passage là au même niveau que les résultats, hein. C'est-à-dire que tout était de Ah non, concert. ça allait. Deschamps. C'est Marché. vrai, ça allait encore. Et puis on se retrouve pour discuter des Phoenix Suns, l'équipe numéro 10 de notre Power Ranking. Les Suns de Phoenix se classent donc 10e de notre Power Ranking. Alors aujourd'hui, le Power Ranking va être un peu mix. On ne peut pas totalement occulter ce qu'on a vu ce week-end. Au moment où on enregistre, on a donc vu le match 1 entre les Lakers et les Suns. Je vais commencer par toi. Madiane, qu'est-ce qui fait donc que tu mets ces Suns-là? C'est-à-dire, je sais que tu fais partie de ceux qui les ont annoncés gagnants de base. Donc le premier match pourrait te donner raison. Tu penses quoi de ces Suns en playoff? Je les trouve très dangereux en fait. Je trouve que c'est pas une équipe bonne à prendre et entre Utah et les Suns, je préfère largement avoir Utah jouer contre Utah. Je trouve que le spot 8 du coup était plus intéressant. Quoi qu'il arrive, du coup ces Suns, ils ont un peu la transformation de tout le potentiel qu'on prêtait à cette équipe, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois deux ailes plutôt fortes, en fait, très relou en fait de jouer contre ces deux-là. Ils ont un côté physique plutôt impressionnant et justement c'est là où on les attendait pas forcément aussi forts et je trouve que physiquement ils arrivent quand même à répondre à des équipes également physiques, notamment les Lakers qui avaient misé sur ça, mais c'est pas là où je trouve que les Lakers vont vraiment pouvoir prendre l'avantage facilement. Ils ont aussi un contrôle du tempo du match assez incroyable en la personne d'un maître en la matière, Chris Paul et Devin Booker. Je trouve, en fait, révèle tout le bien qu'on pensait de lui. Il lui manquait que les victoires. Là, il a enfin le collectif et les équipiers qui lui permettent de briller. Donc, en fait, je la trouve pas bonne à prendre parce qu'il n'y a pas de faiblesse en fait apparente déjà dans le 5 de départ et en playoff, on te tape sur tes faiblesses et elles sont pas évidentes sur cette équipe. Donc je les trouve pas bons à prendre. Alan, je continue avec les fans des Suns parce que tu fais partie de ceux aussi qui croient beaucoup dans ces Suns pour les playoffs. Pourquoi? Je pense que Madiane a dressé le portrait. Qu'est-ce qu'on peut dire par exemple de ce qu'on a vu aussi un peu de ces Suns sur ce match 1 contre les Lakers, brillamment remporté du coup à Phoenix? Ouais, clairement. Madiane a dit que c'était l'équipe
qu'il n'aurait pas aimé prendre. Il aurait préféré prendre Utah. Moi, c'est l'équipe, je trouve dommage. J'aurais pas aimé qu'ils prennent les Lakers parce que pour moi, c'était vraiment la troisième meilleure équipe de l'Ouest dans l'optique playoff. C'est pour ça que je les avais aussi haut, je crois, dans mon ranking personnel. Je crois que je les avais 5e. 6e, c'est ça. Donc 3e, alors qu'il y a vraiment 5 mastodontes, tu as l'impression, dans ces playoffs. Et pour moi, c'était vraiment la 6e équipe. Franchement, j'étais impressionné par la physicalité d'Ayton dans le premier match. Il a peut-être profité aussi d'un Anthony Davis sur courant alternatif, on va dire, pour être gentil sur le premier match. Il a aussi il a mis à l'amende des Drummond assez facilement aussi dans chaque début de premier et troisième quart-temps, j'ai trouvé. Pas forcément dans le scoring, hein, même s'il l'était aussi, mais dans l'impact total. Puis Booker, il réussit. En fait, il réussit sa première sortie en playoff, quoi. Il réussit sa première sortie en playoff. Je l'ai trouvé en jambes, je l'ai trouvé. Il rentrait bien il rentrait bien dans ses tirs. Il était impactant. Et quand Chris Paul aussi a pas été là, parce que Chris Paul a été un peu absent, il n'y a pas eu trop de panique. Il y a pas eu. J'ai trouvé énormément pour une équipe où beaucoup de gens découvrent les playoffs. J'ai trouvé que c'était assez serein. Et puis surtout, en fait, cette équipe, elle est construite comme moi je l'aime bien, ou d'autres aussi. Et l'apport de la doublette Crowder-Bridges, pour moi, c'est clé. Ouais. Et contre les Clippers et contre les Lakers, ça te permettra de limiter la casse aux ailes complètement. Je vous rejoins assez, je les avais 8e, donc un peu plus haut que leur classement actuel. Alors il y a un peu des groupes qui se détachent. Là on est dans un groupe, il y avait une cassure vis-à-vis des équipes dont on en a parlé la semaine dernière. Les Suns, je suis globalement d'accord avec vous. Pour revenir un peu sur ce match-là, je pense que oui, on a vu leur avantage physique. Très impressionné par la perf de Booker, des shoots compliqués, après dribble. Alors on y reviendra parce que vous pouvez deviner que les Lakers sont un peu plus hauts. On n'a pas eu les meilleurs Lakers, on a eu des Lakers parfois inquiétants, amorphes, mais ils ont quand même réussi à livrer ce match-là. Si on a un DeAndre Ayton dans ces standards-là, clairement, ils vont être extrêmement dangereux. Ayton est bon en défense, dominant physiquement. Franchement, cette équipe, elle est séduisante. Après, la petite alerte, c'est la blessure de Chris Paul, qui est un peu revenu, puis reparti au vestiaire, revenu. On ne sait pas quel sera son état de forme. Monty Williams, ça, je crois, a déjà assuré qu'il jouerait, mais ça a l'air un peu extrêmement nébuleux. C'est la grosse inquiétude, parce qu'on est d'accord que cette équipe-là reste quand même cimentée par Chris Paul. Sans Chris Paul, t'avances pas. T'avances pas. Chris Paul, auteur, je voulais le placer. Je trouve que le geste sur LeBron James pendant le match, je suis étonné qu'il ait pas fait plus polémique. Je trouve que c'est un geste, pour ceux qui ne l'ont pas vu, une espèce de clé de bras suite à un lancer franc. C'est d'une violence inouïe. Et je suis surpris, enfin, certains ont fait le rapprochement avec ce qu'a pu faire un Kelly Olynyk contre un Kevin Love il y a quelques années. On est sur le même genre d'action. Je suis étonné qu'on n'en ait pas plus parlé. Bref. Donc, selon vous, les Suns, pour un peu se projeter, les gars, c'est une équipe qui pourrait potentiellement passer le premier tour. Et vous mettez un peu où son plafond à cette équipe-là, Madiane? En vrai, moi, je trouve que de base sur le papier, ils peuvent taper tout le monde, mais au bout d'un moment quand même, il y a des joueurs qui découvrent, et malheureusement, quand c'est Booker qui découvre, qui est quand même, alors Chris Paul, on dit etc., pour moi c'est le meilleur joueur, en tout cas celui qui les fera monter le plus haut, et c'est le mec qui découvre un peu ce niveau-là, et c'est pour ça que même si sur le papier je trouve qu'ils peuvent taper tout le monde, moi, ma raison laisse à penser qu'ils finiront par tomber à l'expérience. Même si dans mon bracket, je les ai fait tomber en demi-finale de conf. Ce qui est plutôt pas mal pour une équipe qui a pas joué les playoffs depuis 10 ans, on le rappelle. Alan, est-ce que t'es un peu sur le même... C'est-à-dire que j'extrapole un peu, mais même avant ce match-là, ce match 1, selon vous, c'était une équipe, Alan, qui était en capacité de battre les Lakers? Oui, et je dis que s'ils passent les Lakers, ils iront en finale de conf. S'ils battent les Lakers, ils passeront le vainqueur de Portland-Denver. J'ai assez peu de doutes là-dessus. Alors en fait, moi j'apporte un débat parce qu'en fait j'ai réfléchi à ça et en fait je l'ai fait tomber justement parce que je pense que si tombent les Lakers, ce sera pas sans une grosse bataille. Une bataille que Portland n'aura pas forcément à disputer,
Et je me dis qu'à l'expérience derrière, tu peux. Portland avait passé les Nuggets, je crois comme ça, où les Il y a 2 Nuggets ans. arrivent cramés, Après les les Nuggets Spurs, sont ouais. meilleurs, mais c'est Portland qui passe. Ouais, c'est possible. Après, bon, pour moi, je voyais vraiment en fait le Phoenix devant le groupe Dallas, Utah, Portland. Donc je me dis, si je suis logique dans ma, dans mon classement, je les fais passer devant ces équipes-là. Le souci, c'est qu'il y a 2 des 6 meilleures équipes de la ligue qui s'affrontent au premier tour pour moi, donc les Lakers et Phoenix. Mhm. Après, à noter, au vu du premier week-end, je pense qu'il y a très peu de séries qui vont se finir rapidement. Donc les batailles vont peut-être peser pour tout le monde. Et c'est là où la profondeur d'effectif sera clé parce que je vais pas faire la liste, mais toutes les équipes ont un joueur majeur blessé ou qui n'est pas à 100% à l'heure actuelle. Donc le fait d'être profond, comme les Phoenix, en l'occurrence, c'est un vrai avantage. On remonte. L'inverse, là on avait une équipe de l'Ouest qui avait gagné, on passe à une équipe de l'Est qui a perdu, le Miami Heat. Et pour vous donner un peu les secrets de recettes de ce power ranking, tout le monde, je pense peut-être à mon exception, avait le Heat beaucoup plus haut. Et c'est après quand j'ai dû rappeler un peu les rouages de l'exercice, tout le monde a fait redescendre le Heat. Madden, je te pose donc une question un peu théorique. Si le Heat était dans la partie haute du tableau, pour toi, c'était une équipe qui allait en finale de conférence, c'est ça? Ah, c'est bien possible. Clairement, il y a une route plus simple en haut. Si le Heat pouvait l'emprunter, je pense qu'ils sont armés pour réussir s'ils sont remplacés par enfin, s'ils remplacent les Sixers, ils vont en finale de conf sans sourciller pour moi. Après, là, bah, du coup, forcément, en rappelant l'exercice, est-ce que je pense qu'ils vont passer les Bucks? Non. Mais ça se joue à peu, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'en plus on en parle finalement en 9e position. Globalement, dans la moyenne de l'équipe, on pense qu'ils vont s'arrêter dans ce premier tour, mais on pense que c'est l'équipe qui a la moins de probabilité de s'arrêter au premier tour. C'est ça. Mhm. C'est vrai. Moi, je vais un peu. J'y crois moins, moi, en fait, à Miami, personnellement. Mm. Ça n'a rien à Les voir fans avec... du Heat vont encore dire c'est un passif. Hein. On a déjà un passif avec la Heat Nation. Mais j'y crois moins parce que l'équipe est moins forte l'an passé et l'équipe aura pas la même dynamique que ce qui s'est passé l'an passé dans la bulle. Trevor Ariza qui prend les minutes de Jay Crowder, hein, l'équivalent. L'absence d'un stretch 5, ce que je trouvais important par petite séquence l'an passé, que pouvait être Kelly Olynyk. Cette année, ils l'ont pas. Et je trouve que d'ailleurs, dans le match contre Milwaukee, ça s'est ressenti un peu. Qu'offensivement, à un moment, ils auraient peut-être pu prendre avantage de ça. Ils l'ont pas vraiment réussi. Hero est un peu plus sur courant alternatif. Dragic a fait un gros premier match. Mais lui aussi, sur sa saison régulière, était un petit peu plus sur courant alternatif. Je les vois moins forts. Il faudrait vraiment que Jimmy et Bam soient incroyables pour ça. Ça reste, je pense, dans le power ranking la 4e équipe de l'Ouest, de l'Est, pardon, devant le duo Knicks-Atlanta qui sont devant dans le classement. Mais je pense que dans l'exercice pour aller le plus loin, on aurait tous un peu Miami. Même si pour moi, j'avoue que personnellement, j'ai Atlanta pas si loin. Si tu as vu un premier tour Atlanta-Miami, je suis pas sûr que j'aurais mis Miami en 5 ou 4 comme pas mal de gens auraient pu le faire. Mais déjà, je pense que Milwaukee est meilleur. Enfin, ils mettent 20 paniers à 3 points Miami dans le premier match. Ils n'arrivent pas à gagner. C'est un peu plus compliqué que l'an passé. Alors qu'en fait, et on en parlait, on n'est pas non plus rassuré par Milwaukee sur certaines choses. On va parler, c'est Voilà. pas... Voilà, mais le fait qu'ils n'arrivent pas à prendre ce match, c'est un peu problématique. On va voir ce soir. On enregistre s'ils arrivent à prendre l'autre, mais je sais pas, je sens qu'il y a trop de minutes pour Ariza, trop de minutes pour Iguodala. Là où l'an passé, on avait Jay Crowder qui était super incisif. On avait d'autres joueurs, on avait Hero sur sa planète et tout. Donc un petit peu moins hypé cette année. Et il y a peut-être une occasion manquée là. Je trouve, dans la dynamique psychologique Puis il y a des deux Oladipo équipes aussi. qui s'affrontent, s'ils prenaient le game 1, c'était un coup de bambou sur la tête des Ouais, tu leur Bucks. fais mal direct. Ouais. Tu leur fais très mal et tu leur rappelles l'an dernier et tu peux peut-être surfer dessus et aller prendre la série. Là, c'est un peu plus difficile d'un seul coup. C'est pour ça que ça a été fait avant le game 1.
Mais je leur donnais beaucoup plus de chance avant ce game 1. Là, j'en donne beaucoup moins d'un seul coup. Je trouve ça super intéressant, Alan, que tu parles de l'année dernière pour le Heat, parce que j'ai vu notamment dans les déclarations d'après-match d'un joueur comme Goran Dragic, on a beaucoup insisté sur la nécessité qu'un Bam Adebayo soit plus agressif offensivement. Et je trouve ça intéressant de pointer le problème sur cet axe-là, parce que Bam Adebayo, on l'a vu pendant le match 1, il y a eu quelques situations où il était à 4-5 mètres au niveau de la ligne des lancers francs, il a refusé quelques shoots, où clairement Brook Lopez lui a indiqué prends ce shoot, prends ce flotteur, et va pas au contact, alors qu'on sait que Bam Adebayo peut concrètement finir au contact. Et ça rejoint un peu le problème du hit, c'est que il y a plus ces séquences où Bam Adebayo est un espèce de faux 4 qui peut être le 5 offensif, le 4 le 5 défensif, le 4 offensif, avec un Kelly Olynyk sur l'arrière. Et puis aussi, si on parle des deux stars de Miami, Jimmy Butler, on sait maintenant, on a vu la série contre les Lakers. Alors certes, je parle d'Anthony Davis et de Giannis, les joueurs longs, ça lui pose problème à Jimmy Butler, parce que c'est pas le joueur qui va avoir la capacité de création la plus folle, donc les shoots sont toujours difficiles, et face à des joueurs longs extrêmement mobiles comme lui, comme les deux cités, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça, moi, j'ai pas compris. Je pense que c'est lié à la blessure de fin de match de Giannis, sa capacité à égaliser dans la fin de match qui a été sur le dernier tir extrêmement facile. Giannis lui laisse le drive. Je pense même qu'il a peut-être pas anticipé le temps restant, mais c'est des joueurs qui lui posent problème. Le boulot de Giannis. Alors, je sais que Giannis va peut-être souffrir dans la suite du podcast, donc j'essaye de lui envoyer quelques fleurs. Il est important, donc c'est ça qui me gêne un peu parce que un joueur long. Typiquement, il y en a un autre au tour d'après, si jamais il passe, de joueurs longs qui peut lui poser problème. Donc c'est tous ces problèmes-là qui font que, selon moi, le Heat est une équipe dangereuse, parce que Duncan Robinson, voilà, leur 4, 5, 6e meilleur joueur peut les sauver, peut les laisser dans le match comme un Goran Dragic, mais par contre, il y a je pense que leurs deux meilleurs joueurs seront moins en réussite que pendant la bulle. Madiane, quelque chose à rajouter pour conclure sur ce hit? Non, mais ce qui est sûr, et c'est ce à quoi je souscris, c'est qu'ils peuvent pas être aussi forts que dans la bulle. Il y a eu quand même des épiphénomènes, et au-delà de ça, l'équipe est moins forte sur le papier. Et du coup, forcément, là, ça a posé des limites. Clairement. Eh bien, on continue. Alors, on entre maintenant, comme l'a dit un moment, tu l'as dit, Madiane, à un moment, on était dans les équipes qui, selon nous, vont sortir au premier tour. Là, maintenant, on attaque, selon le consensus du site, parmi les équipes, on attaque les équipes qui vont donc passer ce premier tour, et on attaque celle qui, selon nous, est la moins forte ou a le moins de chances d'aller le plus loin. Ce sont les Hawks d'Atlanta. On va donc parler de Trae Young. J'ai un contrat qui m'oblige à lancer Alan en premier, vu qu'on parle de Trae Young, et qu'il envoie des messages all caps à 4h30 du matin. C'est Hawks d'Atlanta pour les playoffs, Alan. All caps. De toute façon, on est beaucoup dans le all caps, nous, sur nos conversations privées. Quand on est dans le all caps, c'est qu'il se passe un truc. Ouais, Atlanta, parce que je les vois passer New York. Et puis c'est vrai qu'après ça va être compliqué contre sans doute Philadelphie pour plein de raisons qu'on évoquera avec Philadelphie qui est juste une meilleure équipe tout simplement, mais j'ai vraiment bien aimé le premier match d'Atlanta. Dans le Garden, dans le Madison Square Garden, un peu chauffé à blanc pour une équipe qui n'a pas énormément d'expérience. Ils ne se sont pas laissés démonter, ils ne se sont pas laissés larguer dans la fin de troisième quart-temps où c'était un peu compliqué. C'est Lou Will qui les ramène d'ailleurs à un moment. Lou Will qui est bon en playoff, ça c'était assez marrant à voir. Ah, il faut les Knicks en face. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais, et puis, sur le... En fait, c'est juste ça, c'est que sur les fins de match entre Knicks et Hawks, d'un côté, j'ai Trae Young sur pick and roll et potentiellement Bogdanovic qui peut aussi créer. Et en face, j'ai pas grand-chose. Enfin, sur du setting de fin de match, en sortie de temps mort, j'ai Derrick Rose qui peut créer un peu peut-être, mais RJ Barrett pourrait à terme, mais on lui donne pas la possibilité encore. Et puis voilà, Randle, qui n'a pas été en réussite, c'est qu'un match. Je pense qu'il va être bien meilleur sur les autres matchs de la série. Mais tout le monde sortait avant la série les stats qu'il avait fait contre Atlanta cette année. Quand il avait fait ça, il n'y avait jamais quasiment DeAndre Hunter. Il n'y avait pas non plus tout le temps, je crois, Collins et Capella. C'est vrai que là, il a été un peu embêté.
Et puis juste pour le risque capillaire pris par Gallo, je trouve qu'il faut les faire passer. Parce que ce qu'il nous a fait là, j'ai pas compris. Alors, vu que tu es notre expert maison des Knicks, Madiane, t'as pensé quoi de ce premier match des Hawks face aux Knicks? Eh ben, en fait, j'ai trouvé que les Hawks, en fait, je trouve le problème des Knicks, c'est que je vois pas comment ils les arrêtent. En fait, les armes des Knicks sont pas en adéquation avec ce que vont proposer les Hawks, et ça va poser de plus en plus de problèmes parce que on l'a bien vu sur ce match 1, ils arrivent bien à ralentir Randle. Alors évidemment, je pense que Randle réussira à faire quelques games intéressants et je pense pas qu'il restera sur ce qui s'est passé sur ce game 1. Mais moi, la ligne arrière des Knicks ne suffit pas et Trae Young, quand il est laissé libre de ses mouvements offensifs et qu'en plus derrière il n'est pas puni, c'est un poison et clairement, moi je m'attendais à ce que Trae Young soit très fort dans la série parce que finalement, quelle arme tu vas lui opposer? Bah, ils ont fait un choix. Tu... Ils ont fait le choix de bloquer pour qu'il tire pas à 3 points. C'est-à-dire qu'ils ont dit vraiment, on veut pas que tu tires. Il a pris 3 paniers à 3 points. C'est pas beaucoup, hein. Mais en fait, sur zone intermédiaire, sortie de pick and Non. roll, flotteur, et voilà, pick and roll pour Capella ou kick out dans les corners pour Bogda. Il y a eu 2 actions pour Bogda dans les fins de match où il arrive en fait à trouver dans le coin. Thibodeau a vraiment fait le choix sur ce premier match de dire bah, je vais te mettre une grosse pression parce que je veux pas que tu pull up en fait, je veux pas que tu puisses. Mais le problème c'est que Trae Young il s'est amélioré en fait sur le reste après. Ce qui est pas stratégie, on va pas apprendre son métier à Thibodeau, mais je préfère limite laisser Trae Young pull up parce Pareil. que se faire disséquer comme ça. Ouais. Mais c'est souvent un parti pris de Thibodeau. Étant rentré dans la peau du personnage, je vois souvent ce parti pris. Je l'aime pas, hein. J'aime pas ce parti pris. Et en plus, sans forcer forcément la bride là-dessus, Trae Young a réussi à obtenir des fautes des fois facilement, hein, sans forcer sa nature. Et ça, c'est inquiétant. Parce que Trae Young est quand même très fort pour trouver des fautes. Et là, j'ai pas trouvé qu'il les cherchait particulièrement. Et il arrivait quand même à les trouver dans ce match. Je crois qu'il va 9 ou 10 fois sur la ligne. Ouais, il les met Surtout en tous fin de en match, plus. surtout en fin de match quoi. Ouais. Et ça, c'est terrible. En vrai, ça m'inquiète un peu parce que je pense qu'ils doivent changer leur stratégie défensive. Et je préfère enfin, pour moi, il faut le laisser pull-up et te faire tuer par quelqu'un d'autre. Mais pas Trae Young. Par rapport, on sait, je l'ai déjà dit très souvent, vis-à-vis de Trae Young, pour moi, il avait un potentiel négatif, mais le problème, c'est que pour avoir ce potentiel négatif, il fallait exploiter ses déficiences en défense. C'est-à-dire qu'il est trop fort en attaque, surtout dans une série contre une défense qui est très bonne en saison régulière, mais qui n'est pas forcément peut-être l'ADN d'une équipe qui sera aussi très forte en playoff. Il fallait exploiter ses faiblesses défensives. Elles ne le sont pas, on en a déjà un peu parlé la semaine dernière, elles ne le seront probablement pas dans cette série-là. Donc, ça va être problématique. En soi, on en parlait avec Madiane en off au tout début. Pour moi, le cauchemar d'un Trae Young, c'est une équipe où il y a un ailier qui pull up parce qu'en fait, on va le faire changer tout le long sur les écrans et il va tout le temps, il va jouer cet ailier-là. Là où il a de la réussite, c'est qu'il joue le seul quart du tableau de playoff où il n'y a pas cet ailier-là. Ou à part si on dit un Tobias Harris. Mais je trouve que du coup, lui laisser ce rôle de métronome offensif, c'est trop risqué. C'est beaucoup trop risqué. Là, honnêtement, la série va être courte. Alors peut-être que les Knicks feront un meilleur match. Le match se joue à très peu en réalité. Ça se joue sur un shoot. Ouais. Se joue sur un shoot de Trae Young à la dernière seconde. Mais les Knicks doivent faire un autre parti pris que de jouer sur le playmaking de Trae Young parce que je reste persuadé que Trae Young est un meilleur playmaker qu'un shooter. Alors pour moi, c'est pas la bonne solution. Parce qu'il est un bon shooter, mais c'est un excellent playmaker. C'est ça, c'est un top 5, top 10 playmaker, alors que le shooter, parfois, en fait, il prend des shoots plus difficiles que son niveau réel, parfois. Donc, je pense que c'est un piège qu'il faut tendre de la part de Thibodeau à Trae Young. Je te laisse la parole, Madiane. Tout à fait. Et en fait, tu parlais du quart du tableau et du coup, moi, je suis allé me remater pour préparer l'épisode la seule confrontation à effectif complet
entre les Sixers et les Hawks parce que c'est le prochain tour qu'on pense. Et les Sixers sur le match n'ont pas du tout exploité Trae Young en défense. Alors, est-ce qu'ils ne pouvaient pas ou est-ce que ils ont juste pas voulu le faire pour un vieux match de saison régulière parce qu'en plus on est 1er mai, il avait lieu ce match donc pas grand chose d'intéressant à jouer pour les deux équipes. Néanmoins, attention, je pense quand même que les Sixers peuvent essayer de proposer quelque chose pour l'embêter parce que les Sixers, malheureusement, ils sont tous longs dans cette équipe et ils peuvent quand même te forcer à certains choix défensifs qui permettraient de piéger tes rayons. Mais il faudra voir. Ça c'est un truc à voir pour la prochaine série. Mais je pense que du coup, leur route s'arrêtera forcément la prochaine. Ils battront les Knicks, mais si c'est Sixers après, forcément ils tomberont sur leur limite. Eh bien, on va enchaîner, messieurs. On va être honnête avec vous, on a quelques problèmes techniques, donc on n'a plus trop la notion du temps. On va enchaîner avec les Blazers. Donc, les Blazers qui ont remporté leur match 1 à Denver. Dans un des matchs, je pense, une des performances collectives les plus inquiétantes du côté de Denver, mais là n'est pas le sujet. On voit donc les Blazers passer, à l'exception notable du présentateur ici présent qui a changé d'avis dans l'épisode précédent. On vous invite à aller le réécouter. Donc les Blazers, on les voit, j'ai l'impression que on est en train de dessiner le parcours typique Blazers. Ils battent une équipe au premier tour et ils perdent au second. Je vois Alan pouffer, mais on est d'accord, on est en train de faire ça. Ouais, complètement. Cette équipe, pour moi, c'est pas elle est pas vraiment différente des anciens Blazers, hein. Le backcourt est là. J'ai trouvé Nurkic bon dans le premier match. Ça, franchement, ils en ont besoin et ça va leur faire vraiment du bien. Mais la vérité, c'est que s'il y a Jamal Murray en face, jamais je pique Portland dans cette série. Parce que c'est simplement ça. Après, voilà, Portland est là. Portland a fait un bon premier match. Offensivement, ils ont été vraiment solides. En termes de rotation, Stott, c'est resté simple. Il a fait beaucoup jouer ses titulaires. Il a vu surtout qu'il fallait qu'il prenne l'avantage de son backcourt face au backcourt adverse. Parce que quand ton backcourt titulaire en playoff, c'est Facundo Campazzo, Austin Rivers, malheureusement, si en face tu as Dame et CJ, même s'ils ne sont pas à 100%, même si défensivement ils ne sont pas toujours au top, même si à côté c'est pas exceptionnel, sur du setting playoff, ça devrait le faire normalement. Donc Portland devrait passer. Et ensuite, voilà, pour moi, ça va être un adversaire peu complexe, personnellement, pour soit Phoenix, soit les Lakers. Je vois la chose comme ça. L'ironie tragique de l'histoire, c'est cette addition d'Aaron Gordon qui nous avait un peu tous hypés, qui il tombe face à l'équipe peut-être où il a le moins d'utilité de tout le tableau à l'ouest, c'est-à-dire Aaron Gordon pas très inspiré d'ailleurs sur ce match. Il s'est fait postériser par Nurkic aussi. Hein. Aussi. On parlera d'un autre poster quand on parlera des Clippers tout à l'heure. Je trouvais je préfère peut-être celui de Kawhi. Bref. Madiane, t'en penses quoi de ces Blazers? C'est triste parce que j'ai l'impression, je fais ce podcast depuis 5 ans et je parle des Blazers souvent dans les mêmes termes. Cette équipe solide, CJ, Damian Lillard, ils vont passer le premier tour, mais le deuxième va s'arrêter. Je me mets à la place d'un fan des Blazers, c'est un peu tragique comme traitement quand même. C'est vrai que le podcast de Dunk Hebdo démarre l'année où ils font la surprise de la saison et Terry Stotts c'est Coach of the Year. Ah non, c'est si il fait Coach of the Year, je crois. Enfin, en tout cas, l'année surprenante et derrière, c'est tout le temps la même équipe avec CJ et Damian Lillard, avec CJ qui prend son MIP, je crois. En tout cas, un mauvais match-up, et justement un des joueurs qui m'intéressait énormément, c'était Yusuf Nurkic qui a fait une tradition de bien jouer contre Denver assez souvent. Hein. On se souvient de certains matchs qu'il avait sortis face à cette équipe. Et si Nurkic réussit à maintenir ce cap sur la série, ça peut vite pas le tourner parce que effectivement sur les extérieurs c'est très compliqué et par contre il y a peut-être une porte de sortie. Moi peut-être que Monte Morris pourrait jouer plus et jouer peut-être il doit jouer plus de minutes. C'est peut-être par là où ça peut jouer le salut parce que là ça rééquilibrerait un peu la balance et ça permettrait, il fait un bon match 1. Donc pour moi s'il n'y a pas de problème physique, là il faut qu'il joue.
faut qu'il joue parce que je pense quand même que le front court de Denver peut leur permettre de gagner des matchs dans cette série, mais que, enfin, il n'y a pas de Jamal Murray et c'est pile contre la mauvaise équipe où c'est trop déséquilibré sur le backcourt et malheureusement en NBA, moi j'ai vraiment l'impression que si ton backcourt est nettement meilleur que l'autre, le déséquilibre sur le front de court, il peut être autant que tu le souhaites, ça changera difficilement Washington l'issue a de un la mot à série. dire sur ça. Tu vois, Eh ben, est-ce que leur backcourt est si fort que ça? Mais c'est un autre débat. on en parlera. Bah, c'était un peu ma théorie que j'avais exposée la semaine dernière. Je pensais que le front de court allait faire la différence. Je suis pessimiste. Alors on a du bagage maintenant, on a de l'expérience, 5 ans, surréagit pas au match 1, mais il y a quand même des performances qui sont inquiétantes. Je me suis aussi dit en voyant le match, oui, mais c'est bien beau de peut-être dominer avec le front de court, mais si tu t'en prends 75 du bas de court adverse alors que tu te fais trouer parce que tes joueurs sont incapables de défendre, 75 à haute efficience, tu ne peux pas gagner un match. Donc je rejoins Alan, je pense que il passe ce premier tour et il tombe au second tour. Je pense même qu'ils auraient intérêt à jouer des Suns à plein régime que des Lakers même diminués, parce que ça reste le match-up cauchemardesque pour eux, les Lakers, parce que Anthony Davis, on va pas sortir l'historique, mais il s'amuse de manière récurrente contre les Blazers, LeBron aussi, LeBron qui pourrait faire du coup une série d'anciens potes qui clouent sur place, Chris Paul, Carmelo Anthony. Donc je pense que les Blazers vont peut-être s'arrêter là. Après, j'arrive même pas à me dire si jamais ils passent ce tour-là, qu'ils arrivent en finale de conf. Non, enfin vraiment, je trouve que leur plafond, c'est être une surprise au second tour, voire peut-être en finale de conf, mais j'ai extrêmement du mal à y croire. Continuons, messieurs, avec le Jazz d'Utah, qui a donc perdu son match 1 contre Memphis. Je me permets de parler en premier, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je vais dire. Moi, j'essaye un peu de dédouaner le Jazz. C'est un match 1. Ça fait 3 semaines qu'ils sont en contrôle, qu'ils sont en pilotage automatique, on va pas se mentir. Leur performance sur les 3-4 dernières semaines de compétition, le Jazz, c'est pas incroyable. C'est un match 1 face à une équipe qui joue sa tête depuis une semaine, qui arrive en pleine bourre, avec une équipe où pratiquement tout le monde a moins de 25 ans. L'insouciance, parfois on parle de pression, il y a peut-être de l'insouciance. Ils ont déjà joué des matchs coup près. Il y a cet imbroglio, Donovan Mitchell, certains joueurs de l'effectif, Rudy Gobert le déclare, apprennent son forfait quelques heures avant le match. C'est le traquenard complet, et je trouve que le fil du match le montre, parce que le Jazz se prend un quasi-run, un quasi-blowout, et ils reviennent à quelques longueurs à la fin du match. Est-ce que je vous ai convaincu ou pas? Oui, moi je suis convaincu et là-dessus il y a aussi des choses. Enfin, il passe pas loin de le prendre finalement, alors que ils étaient nulle part et qu'il n'y avait pas Donovan Mitchell. Et comme dit, moi ça me fait beaucoup penser au schéma qu'on peut avoir sur des 2 contre 7 ou des 1 contre 8, où le huitième il est en pleine bourre. Parce qu'il a dû forcer pour se qualifier, il arrive et il tape le 1, mais ça veut rien dire. Moi je me souviens de Orlando qui arrive et qui prend un match à Toronto il y a 2 ans, ça doit Portland jamais qui prend arriver, contre c'était les Toronto. Lakers l'an passé. Voilà, donc moi ça m'a fait beaucoup penser à ça, une équipe qui était à fond, et forcément t'arrives pas préparé, bah ouais c'est le piège parfait, et en plus ils ont pas Donovan Mitchell. Euh, je continue de penser que Memphis est un meilleur match-up pour eux que ce qu'auraient pu être les Warriors. Donc voilà, on verra la suite. Après, on peut se tromper, hein. Utah n'est pas forcément l'équipe qui apporte le plus de garanties en seed 1 dans l'histoire de la conférence Ouest. Donc on verra. C'est ça. Pour parler plus largement, parlons d'Utah, qui est quand même, c'est une équipe du coup qu'on promet, voilà, dont on promet un arrêt en playoff en demi-finale de conférence. Et ce n'est même pas parmi les équipes qui devraient, selon nous, s'arrêter en finale de conférence, celle qu'on classe le mieux. Donc finalement, 6 semaines après, Alan, après ce podcast, le Jazz d'Utah, une équipe de saison régulière, bah on est un peu toujours sur la même idée, c'est-à-dire que non, ça serait leur manquer de respect, mais oui, c'est pas une équipe du top 5 selon nous. Ouais, clairement, bah c'est
c'est pas caricaturé, mais si en demi-finale de conf, je joue les Lakers, je pique les Lakers. Si je joue les Clippers, je pique les Clippers. Si je joue les Suns, je pique Phoenix. Et je pourrais même te dire que je pense que je préfère Dallas à Utah sur une optique playoff. Donc c'est pas leur faire injure, c'est aussi peut-être voir qu'il y a il y a de grosses équipes en NBA aujourd'hui que ce qu'ils font, ça marche excellemment bien sur de la répétition tous les 3 jours ou même dans des back-to-back avec des équipes qui sont pas tout le temps parfaitement préparées, qui reposent et donc sur la longueur ça marche. Mais sur du match de playoff où on peut cibler quelques faiblesses, où on peut se concentrer sur des choses et où tu es totalement dépendant de ton adresse à 3 points, plus que sur la saison régulière, et ben ça peut me faire peur. Ça peut me faire peur, surtout sans Mitchell. Ben voilà. Peut-être que hier, dans la fin de match, si jamais Mitchell est là, sur quelques actions d'isolation, il peut te faire basculer la chose. Même si Bogdanovic a été bon dans le quatrième quart-temps hier sur ce type d'action. Voilà, je pense que voilà, c'était comme tu as dit, rien n'a trop été pour eux. Clarkson, il met rien du tout. Et vu qu'il n'y avait pas Mitchell, il avait un peu ce rôle un petit peu là. Gobert était très bon défensivement dans la première mi-temps, un peu moins. Il a pris des fautes après, donc ça, s'il prend des fautes, c'est très En complexe. plus, ouais, il y a ça en plus. Voilà, il y a le facteur faute. Et puis ils sont pas profonds. Je le disais hier. Mais Miye Oni et George Niang qui sont dans les premières rotations en playoff, moi ça me va pas. Alors George Niang a un rôle très très simple, hein, tu te mets dans le corner et tu mets à 3 points. Miye Oni c'est un ailier qui a des qualités physiques, mais c'est un fin de deuxième tour de draft, donc pour certaines raisons. Et voilà, quand je compare avec Memphis, franchement Memphis sont super profonds et il n'y a jamais de mauvais mecs sur le terrain. Là, ça s'est vu. Et si tu compares avec Phoenix, avec Dallas sur les bancs, je ne parle même pas des Clippers et des Lakers, si jamais ils veulent bien, si Lou et Vogel veulent bien un peu rajuster leur rotation, parce que ce qu'on a vu sur le premier week-end, au bout d'un moment, il faut arrêter. Mais en termes de rotation, pour moi, profondeur, ils sont dans le bas des équipes de play-off de l'Ouest. Hein. Ils ne sont pas dans le haut. Puis pour rajouter, on a parlé de Donovan Mitchell. On invite les gens à écouter ce podcast sur Utah. J'avais mis en avant le fait qu'Utah avait un profil assez étrange, c'est quand on passait en playoff, il devenait extrêmement dépendant des ISO de Mitchell, et je trouve qu'hier, on l'a vu, ils ont besoin de Donovan Mitchell parce que, tu l'as dit, de base, c'est une équipe qui mise beaucoup maintenant sur son tir à 3 points. Ils sont totalement unidimensionnels quand il n'y a pas Donovan Mitchell. C'est uniquement du tir à 3 points. Donc Donovan Mitchell doit être là. C'est un peu un pied de nez, je le fais avec une arrière-pensée vis-à-vis de toute une communauté qui, je trouve, mais trop souvent, a tendance à, en mettant en avant Rudy Gobert, dénigrer l'importance d'un Donovan Mitchell. Hier, quand on regarde le match, on peut pas me dire que Donovan Mitchell, il est pas crucial dans le succès de cette équipe. Et autrement, pour le reste, je suis assez d'accord. Ils sont pas assez profonds. J'ai très très peur, moi, si je les mets là, c'est que, on parlera des Clippers, ils sont pas rassurants, mais les Clippers, pour moi, c'est le cauchemar incarné pour eux. Ils peuvent switcher partout. Ils peuvent aussi tirer à 3 points, ils peuvent limite le faire mieux. Bref, ils ont des mecs à mettre sur Mitchell en théorie, même si Kawhi et George sur les joueurs plus petits, c'est pas toujours ça. Bref, c'est un peu un cauchemar pour eux. Messieurs, quelque chose à rajouter sur Utah, ou alors on attaque le fameux top 5 présenté par Alan. Attaquons. Allez, allons-y. Madiane a dégainé le premier parce qu'il sait qu'on va parler. Il sait qu'on va parler donc de Milwaukee, 5e de notre power ranking / prévision des playoffs. Alors, pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé en off, quand je suis arrivé dans la salle de vidéoconférence, j'ai senti un Madiane remonter envers Giannis Antetokounmpo comme rarement. Donc, je vais lâcher les chevaux maintenant. Madiane. Comme il y a un an, quoi. Comme il y a un an. Comme d'hab. Comme il y a 2 ans. Comme il y a un an, comme il y a 2 ans, comme d'hab. Madiane, vas-y. Ce match 1, du coup, gagné par les Bucks. Alors, faut vous rappeler, après l'intervention de Madiane, vous allez peut-être croire qu'ils ont perdu. Mais ils ont gagné. Alors, commençons par les bons points. Giannis, défensivement, a arrêté de vouloir systématiquement être le gars qui va mettre la glu partout et accepter de prendre certaines défenses individuelles par moment, par séquence. Il le fait pas tout le temps, mais par séquence. C'était un truc l'an dernier sur lequel on l'avait interrogé. Il avait dit je vois pas pourquoi je ferais ça. Bon, là, il le fait un peu plus. Je salue l'effort parce que je me souviens que justement, typiquement face à un Jimmy Butler, à un moment, je crois qu'il était en train d'en planter 40
et il était jamais allé dessus, alors que c'était la chose la plus logique à faire. Face à un mec en feu, tu lui cales Giannis, ça calme un peu. Normalement, Giannis a les armes justement pour bien calmer ce type de joueur en feu. Donc, moi, c'est un truc qui est rassurant. Et puis voilà, cette équipe des Bucks c'est égal à ce qu'on s'attendait. Et ils se sont améliorés, hein, c'est sûr. Hein. C'est plus Bledsoe, c'est un autre joueur à la place. C'est beaucoup mieux, évidemment. Mais comme dit, ben les gars qui vont devoir un peu fermer et terminer les matchs, bah, c'est Middleton et Jrue Holiday. Et pour moi, ça te pose une limite forte sur cette équipe parce que c'est pas Giannis qui a ces armes-là pour te permettre de terminer ces matchs-là. Donc forcément déjà ça limite ton potentiel et de deux, moi Giannis il laisse beaucoup trop de points dans le match sur la ligne et et là c'était un game caricatural mais Giannis tourne à 50% au lancer en playoff. Ce qui est beaucoup moins que sa saison régulière. Alors, il n'est pas non plus ultra doux en saison régulière, mais c'est moins en playoff, donc c'est encore pire. Et tu peux pas en playoff avoir l'un de tes meilleurs joueurs qui laisse autant de points parce que forcément, il y a un moment où dans tes choix défensifs, tu te diras que c'est pas grave si tu fais faute sur Giannis et pouvoir avoir le droit de te dire ça, ça peut laisser trop d'armes à l'équipe adverse. Donc je pense que leur aventure va vite s'arrêter face au monstre à trois têtes qu'ils vont rencontrer normalement en demi-finale. Très bien. Alan, tu es avec moi celui qui avait les Bucks les plus hauts. Alors 4, hein, c'est-à-dire là on vraiment honnêtement pour ce qui est des équipes du classement des équipes du top 5, on est plus ou moins d'accord sur l'ordre et des petites nuances. Tu penses quoi globalement un peu de ce match 1 et puis aussi de plus largement l'épopée, la future épopée des Bucks en playoff? Pour le dire concrètement, selon nous, ils perdent au second tour et je peux deviner qu'on parle des Nets pour l'équipe qui va les faire tomber. Ouais, voilà. Alors que pour moi, je les ai devant Philadelphie dans le Power Ranking. C'est-à-dire que si pour moi ils battent Brooklyn, ils battront Philadelphie en finale de conférence. Mais c'est un exercice super compliqué parce que Philadelphie ira sûrement plus loin, mais en fait pour moi ils sont moins bons. Mais bon, c'est le jeu du. Faut bien départager avec une règle. Euh, Moi, comme on l'a dit, on a parlé de Miami. Je suis pas extrêmement pessimiste pour Milwaukee. Ils font un match d'adresse, un vrai match d'adresse Miami. Ils n'arrivent pas à le prendre parce que défensivement, il y a eu des choix qui ont été faits, comme tu l'as dit, Ben, et parce que Jrue Holiday et Chris Middleton, en vrai, je leur tombe dessus pas mal de fois, je trouve, parce que je peux les trouver surévalués par une certaine frange d'analystes, mais en vérité, c'est quand même en deuxième, troisième option, c'est quand même pas mal. Ah oui. En vrai, c'est quand même pas mal. Middleton, en termes d'adresse cette année, il est incroyable. Alors, bon, il met le gros tir là contre Miami, mais Ouais. il met beaucoup de tirs. Après, il va avoir les responsabilités parce que c'est lui qui doit créer en sortie de dribble, quoi, en quelque sorte, sur phase arrêtée. Et Jrue Holiday, on se rend compte de la nullité d'Eric Bledsoe, quoi. Mais il faut le dire, hein, dans Ouais, l'épisode sur les et Pélicans, on est tombé sur Eric Bledsoe, je me rappelle, et on l'avait dit. Mais franchement, c'est le jour et la nuit entre les deux. C'est le jour et la nuit. Et puis, j'ai trouvé que Bud a réussi à mettre certains de ses joueurs unidimensionnels, à les cacher un peu pour les garder sur le terrain. Je pense à Portis et Forbes. Les deux ont réussi à Forbes, normalement, en playoff, tu dois le cibler. Enfin, tu dois, en défense, si tu dois le martyriser pour qu'il puisse pas jouer. Finalement, ça s'est pas trop fait. Portis a mis dedans aussi. Ça les a aidés. Ils sont moins profonds, moins, peut-être moins machine que l'année dernière. Mais en fait, quand ça va arriver dans les fins de match, même si c'est pas encore l'assurance touriste comme on en a parlé, je suis plus confiant. Et pour moi, c'était là, c'est ça. C'était en gros Milwaukee. Si tu les amènes dans une fin de match, je me rappelle l'an passé, quand ils jouent contre Miami, et même j'avais prévu potentiellement une finale de conf contre Boston, je me disais, si on les amène dans une fin de match, j'ai Tatum, Kemba d'un côté, tu peux aller les chercher. Cette année, franchement, Holiday et Middleton, ils étaient peut-être un peu sous-cotés dans cette optique-là. Je me situe un peu entre vous deux.
Oui, inquiétant parce que l'équipe a pas changé. Après, je pense que globalement, on l'a un peu dit, faut se méfier de tous ces matchs 1 qui ont été extrêmement étranges. Les équipes à l'extérieur qui ont mieux shooté que les équipes à domicile. Même si, je trouve personnellement, contrairement à Alan, que le match de Miami est pas parfait parce que globalement, Adebayo et Butler font un non-match d'après leurs standards, donc ils sont pas très bons. Euh, Par rapport à Milwaukee, vis-à-vis de Giannis, en fait, je pense que c'est une discussion plus large qu'il faut avoir sur l'idée que dans la NBA actuelle, pour nous, une première option, c'est un mec qui pull up en fin de match et que Giannis sera jamais ça. Donc du coup, on lui tombera toujours dessus alors qu'il a un apport incroyable. Je trouve que c'est bizarre. Pour le DH20, je prépare beaucoup le DH20. Je me suis beaucoup regardé les premiers matchs dans la saison de Giannis et de mémoire, Milwaukee démarre sa saison contre Boston. Et Giannis prend 7-3 points dans ce match-là, où il tire beaucoup. Et là, je vois que même quand il a parfois sur un pick and roll ou même sur un dribble classique, il a cette fenêtre à 3 points, il la prend plus. Et alors, quand on voit son adresse au lancer, vous allez me dire, oui, il a pas intérêt à prendre ça. Oui, mais parfois, il faut que t'en mettes un ou deux pour que la défense te respecte, et on sait que Giannis, sur le premier pas, du coup, le joueur adverse va être éliminé. Donc j'aimerais peut-être qu'il essaie de reprendre ses tirs juste pour inquiéter la défense, juste pour que la défense se dise, ah, ce risque existe, et qu'en fin de match, peut-être, elle aille surréagir avec la fatigue, et qu'elle puisse peut-être faire une erreur. Pour ce qui est d'Holiday et Middleton, je suis assez d'accord. Holiday fait défensivement un match assez incroyable sur les interceptions, etc. Et pour le reste des joueurs, je pense que Miami n'a pas de joueurs. Tu parlais de Bryn Forbes, Alan. Miami a pas les joueurs en capacité de cibler un mec et de l'harceler. C'est au tour d'après qu'ils vont avoir ce problème-là. C'est pour ça, pour moi, qu'ils s'arrêtent. C'est que les Nets, c'est une équipe dans le moule Warriors d'avant, Cavs d'avant. T'as un joueur pas bon sur le terrain, il est mort. Il va se faire cibler jusqu'à ce que tu le sortes. Et c'est très dur d'avoir 5 joueurs compétents sur le terrain à tout instant. Complètement. Très bien. Mais je te laisse le mot de la fin. Oui, Holiday, c'est une. Par rapport à Holiday Middleton, hein, c'est clair que c'est pas non plus des joueurs nuls, hein, c'est des très bons joueurs de NBA. Hein, il faut toujours garder mesure gardée. On se souvient d'Holiday c'est 2 ans la série face aux Pelicans. Ah, il était avec les Pelicans, mais face contre aux Portland. Blazers, ouais. Pelicans face aux Blazers où il martyrise Damian Lillard C'est sur 2018, ouais. Ouais. Et donc c'est pas un mauvais joueur, mais par contre offensivement, ben typiquement tu peux avoir des soirs où comme il met pas un tir. Ben, le premier match il met pas un tir. Hein. Mais voilà, enfin c'est les limites du joueur. Hein. Sinon il serait bien plus haut, bien plus courtisé, ils auraient jamais pu l'avoir. Donc voilà, il y a des Après, limites. ils l'ont quand même eu pour très cher. Mais je te laisse continuer. Oui, mais ça aurait, enfin si c'est un meilleur joueur que ça, ils peuvent pas l'avoir. Donc voilà. Déjà là, c'était très cher et si c'est un meilleur joueur, ils peuvent pas l'avoir. Donc voilà, ils ont bâti. Franchement, ils se sont améliorés. Hein. Moins de profondeur, moins de saison régulière, plus fort en playoff, c'est sûr. Mais ça va s'arrêter. Et oui, c'est peut-être la deuxième meilleure équipe à l'est, mais ça s'arrêtera en demi. Très bien. À noter que vous l'aurez au moment, alors ça dépend à quelle vitesse sera fait le montage, mais au moment où vous verrez ce podcast, vous aurez sans doute vu le match 2. Moi, c'est de toutes les séries, c'est le match que j'attends, je pense, le plus parce que il dictera la série. Si les Bucks gagnent le 2, la série, je vais peut-être paraître très bête à dire ça, mais j'ai du mal à voir ce hit remonter à 1-2-0. On va continuer avec les Sixers. Les fans des Sixers doivent se dire, alors on est 4e, mais ça va faire 2 épisodes qu'on sous-entend qu'on est dans une partie de tableau en carton. Donnons un peu les points positifs de ces Sixers qui se sont dépêtrés des Wizards dans un match 1. Selon moi, c'est la série qui est promis, une des 2 séries qui est promis un sweep, on parlera de l'autre plus tard. Alan, je reviens vers toi. Les Sixers, une autre équipe avec laquelle t'as un passif. T'as beaucoup de passifs à l'Est. Ah oui, quand tu joues des tours de playoff, avec ton équipe, tu te crées des passifs, mais c'est de bonne guerre. Moi, je pars. En fait, je les attendais beaucoup des Sixers cette année. J'aimais vraiment bien ce qu'ils avaient fait cette intersaison. J'aimais vraiment bien comment ça marchait un peu sur le début d'année. Le souci, c'est que Ben Simmons, c'est un de mes 5 joueurs préférés, mais dans cette configuration-là, j'ai toujours des soucis à voir comment ça peut vraiment fonctionner.
Ça demandera un excellent Seth Curry, un excellent Tobias Harris comme ils ont eu sur le premier match. C'est-à-dire que les deux joueurs qui sont capables de pull-up et de créer leur propre tir devront être incroyables. Et Joel Embiid, j'en parle pas. Pour moi, c'est un joueur qui t'offre des garanties soir après soir. Tu sais qu'il sera toujours là et qu'il va martyriser la raquette adverse. Donc ça, c'est bon. Ce que j'ai besoin, c'est parce que Ben Simmons. Parce que ce qui va se passer dans une éventuelle finale de conf contre Brooklyn, c'est tout simplement que les Nash et les Nets vont pas garder Simmons sur le demi-terrain. Les gens pourront, je pense qu'ils vont offrir des possibilités de tir à Simmons et tout en faisant bien attention de fermer le drive, c'est-à-dire que quand ça drive, ça viendra aider, ça viendra bloquer, mais c'est là l'épée de Damoclès sur les Sixers, c'est Simmons sur demi-terrain dans des matchs de playoff. Et même si voilà, hier il est super bon dans la création pour les autres, dans le drive and kick, et pour ça pour les shooters, c'est un peu un souci. C'est pour ça que moi je trouve que Milwaukee est meilleur que Philly en fait, dans l'optique playoff. T'as bien fait de le préciser, Alan. On arrive au stade du podcast où on est face à des équipes. On les prédit, ces Sixers-là, en finale de conférence. Pas très surprenant au vu de ce qu'on a dit depuis le début. Madiane, ton avis sur les Sixers de Philadelphie? Franchement, ils prennent un gamin sans briller. Et c'est peut-être le point qui rend ça très inquiétant, je trouve, pour les Wizards. C'était pas non plus fabuleux et ils le prennent et sans grand souci. Et je pense que là, on parlait justement de cette affaire de front court et back court, mais là, ça appuie trop là. C'est-à-dire que les séquences où, je l'ai dit en off, tu vois Gafford essayer de défendre sur Joel Embiid, tu fais bon les gars, enfin Embiid lui a tiré, il y a trois séquences de suite dans le quatrième, il lui tire dessus. Et il lui tire dessus, et la troisième fois, il lui tire dessus avec une prise à deux avec Rui Hachimura. Enfin, il y a un moment. Alex Len, quoi. C'est problématique, quoi. Non, mais voilà, donc tu peux pas. Tu peux pas. Mm. Tu peux pas, donc ils vont passer cette série parce que c'est pas possible. Ben, ensuite, la série suivante, moi, je serais très intéressé de voir ce qu'ils vont opposer. Alors, la série la plus intéressante serait contre les Hawks au vu des armes des Hawks. Là, j'aimerais bien voir ce qu'ils vont opposer face à Trae Young, justement. Comment ils vont faire? Parce que là, il y aura en plus un Capella qui sera intéressant face à Joel Embiid, même s'il peut se prendre une chanson. Je pense que il va se prendre une chanson, oui. Je pense, oui. Moi, je trouve qu'en playoff, il a toujours su à l'ouest ou des fois. Ouais, mais c'est dans du switch. Il a jamais pris un mec qui peut lui mettre 35-20 sur 5 matchs. Enfin. Moi, j'ai des très bons souvenirs de Capella, en tout cas. Alors oui, certes, c'est Kat et Anthony Towns a des soucis parfois, mais moi, je me souviens d'une série face à Karl Anthony Towns où je m'étais dit justement qu'il allait se faire bouffer, et c'est pas ce qui s'est passé. Donc je me dis que il y a des chances qu'il soit pas mauvais face à Embiid. Et après, ben, il passerait du coup ces Hawks. Et là, les limites de Ben Simmons vont éclater encore plus fort au visage de tout le monde. Et là, ça fera quand même beaucoup trop, je pense, à la suite. Brad Stevens l'a montré, mais a montré parfaitement. Et je pense que côté net, ils savent ce qu'il faut faire. La question est, est-ce que ils peuvent quand même sauver la série, la rendre compétitive beaucoup plus que prévu, avec un Tobias Harris à très bon niveau? Parce que là, vraiment, le sort qu'ils auront contre les Nets va beaucoup dépendre. Tu disais Seth Curry et Tobias Harris, mais là, surtout Tobias Harris. Et moi, je trouve que c'est dans ces moments-là où il va atteindre le plafond de son niveau possible et que du coup, ils vont se faire éliminer fatalement. Parce que dès lors que tu es obligé de compter sur Tobias Harris pour réussir à faire une bonne série, c'est que c'est mal embarqué. La deuxième question, ça va être une question de discipline défensive, parce que Kyrie Irving et James Harden sont peut-être pas les plus assidus. Donc moi, je me pose aussi la question d'exécution d'un bon game plan sur demi-terrain défensif avec ces deux-là. Comment tu fais face à ces Sixers? En fait, tu switches jamais, je pense,
tu évites en fait de te retrouver dans une situation où les deux doivent défendre sur Simmons et tu t'essaies d'exécuter ainsi. Mais je trouve ça quand même intéressant à minima de voir comment ça va se dérouler. Mais en soi, euh, gros plancher cette équipe, mais le plafond d'avoir ton playmaker principal qui peut pas pull C'est up. une chambre de bonne, en fait. Plancher, plafond, il y a peu de, il y a peu de sous les combes, il y a peu de, d'auteur. Exactement. Je suis d'accord, si je peux apporter, vous avez globalement tout dit, si je peux apporter quelque chose, un petit point positif. Dans les prises à deux, j'ai trouvé Embiid plutôt pas mal sur le match 1. Parce que ça aussi, hein, dans les premières campagnes de playoff de ces Sixers-là, Embiid sur les prises à deux, c'était parfois caricatural. Là, alors les solutions sont peut-être aussi meilleures. Il y a, avec un Tobias Harris qui a fait un très beau match. Donc, à surveiller. Je suis d'accord sur moi, honnêtement, Embiid Capella, ça me fait très peur pour les Hawks, hein. Je suis pas, ça me fait très très peur parce que Capella sur de la défense, comme à Houston sur du switch ou, ok, mais sur je me prends un mec de haut panier 25 fois par match, je suis beaucoup moins serein. Par contre, oui, finale de conf, tout ce que vous avez dit, les limitations de l'équipe, mais à voir, Seth Curry, ça reste Seth Curry en fait. Enfin, je sais pas comment le dire de façon c'est plus... vrai. Mais après, j'aime bien quand même la profondeur qu'ils ont, un peu comme Danny Green, George Hill. Bon, c'est des anciens, mais Danny Green, George Hill, Danny Green, George Hill, pardon. Même bon, Seth Curry, c'est un vétéran, Seth Curry. On vieillit, hein, mais Seth Curry est devenu un vétéran. Hein. C'est pour ça que l'idée de défendre en défense sur les nets, c'est pas là, ils sont clairement beaucoup plus inquiétants en attaque. En défense. Voilà, est-ce qu'ils vont réussir à en mettre 110? Voilà, c'est ma question, quoi. Est-ce qu'ils pourront en mettre 110? Parce qu'on a vu que défensivement, tu peux un peu par séquence embêter les Nets. La première mi-temps des Celtics, elle est bonne, hein, défensivement sur ce qui se passe. C'est juste qu'au bout d'un moment, on va en reparler, hein, mais le niveau de création offensif et de gravité est trop fort, quoi. Donc il faut qu'eux, ils soient capables d'en mettre 110. Mais il y a un mec, qui du coup, ben, ça va être un peu tout sur lui. Ça va être Joel Embiid parce que par contre, les Nets sont de la viande, ok, à lui envoyer, mais ça peut vite s'épuiser face à un Joel Embiid. Tu peux vite avoir des problèmes de faute. Et la question, c'est au bout d'un moment, tu fais comment? Parce que c'est compliqué au bout d'un moment. Et c'est peut-être, si Joel Embiid fait la série de sa vie, elle peut être un peu plus serrée que prévu. Après 2 contre 3, on parlera des Nets dans quelques instants, compliqué. On va finir avec les Clippers. J'ai l'impression, les gars, qu'on a abordé un trio d'équipes, Bucks, Sixers, Clippers, où là on est juste en mode attente. Est-ce qu'ils vont nous montrer des choses différentes d'avant? Les Clippers ont donc perdu leur match 1 contre les Mavericks dans ce qui était un quasi non-match. Enfin, alors je sais que la facilité pour certains twittos, c'est de se moquer de Paul George, mais je pense que le naufrage a été plutôt collectif et que certains joueurs, je pense à Kawhi Leonard, s'en sortent plutôt bien au vu de leur niveau de jeu. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ces Clippers, on les voit donc perdre en finale de conférence et je vais vous poser une question très théorique, mais est-ce que selon vous, si je vous dis demain qu'ils ne perdent pas en finale de conférence, est-ce que ça veut dire selon vous qu'ils sont allés en finale NBA ou ils ont perdu avant? Pour moi, c'est qu'ils ont perdu avant. Ok, je te laisse continuer, Madiane. En soi, Alel peut y réfléchir. En gros, moi, il m'a un peu inquiété ce game 1. Ça reste un game 1, donc on y trouve ce qu'on veut et on sait que la série peut être totalement différente derrière. Mais c'est les signes collectifs de l'équipe qui m'ont pas réjoui. Moi, je pensais qu'ils avaient changé. Et moi, enfin, honnêtement, hein, tu les vois, tu vois chaque fois le potentiel de cette équipe est vraiment fort. Et moi, je trouve que c'est une équipe qui peut être très, 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 très forte, très, très compliquée, etc. Et pourtant, ben, c'est pas ce qu'on a eu. Et j'aurais pensé qu'il serait arrivé le couteau entre les dents en mode ah, c'est bon, fini la rigolade, on va les taper sec. Au vu de la série de l'an dernier qui était plutôt serrée et vraiment intéressante. Et là, j'ai l'impression qu'on est de nouveau embarqué sur une grosse série qui pourrait se finir en 6. C'est la même série. Je suis désolé, sur le match 1, c'est la même série.
ça m'inquiète parce que l'an dernier, ils avaient eu un peu de chance parce que Luka, il met son égalisation fabuleuse, mais il joue sans Porzingis. Hein. Et sans Ni le cheville game droite. 1 où il se fait. Ouais, et en plus, il y a sa cheville, il y avait l'affaire avec Maurice. En plus, enfin, c'est inquiétant. C'est-à-dire que là, si t'as pas les facteurs positifs et mettons que c'est toi qui te prends un ou deux facteurs négatifs, est-ce que tu gagnes la série? Imagine Paul George se blesse ou Ibaka ne revient pas du tout vraiment bien à son niveau. On fait quoi? Est-ce qu'il passe? Alors, comme on l'a dit, hein, ne pas trop s'alarmer après un match Oui. 1, mais ce qui m'amène à être alarmé, moi, c'est la même série, en fait. Je vois j'ai l'impression d'avoir remonté le temps. Je vois la même série, les mêmes acteurs principaux. Alors oui, il y a des seconds rôles qui ont changé, mais ce sont les mêmes acteurs principaux. C'est encore une fois Luka Doncic, le meilleur joueur sur le terrain. Deuxième tacle à Kawhi Leonard. Je vois la même série, en fait. Et le truc très bien dit par Madiane, c'est que ils s'en sortent avec certaines circonstances favorables. Est-ce qu'ils vont s'en sortir cette année? Alan, est-ce que tu as eu le temps de la réflexion pour ma première question? Oui. Bon, déjà, je pense que on peut le dire après, hein, ils n'arrivent pas à stopper Luka, quoi, tout simplement. Genre, c'est le pire match-up pour eux. Enfin, Mais est-ce que c'est pas ça? Je suis désolé de te couper, c'est pas un échec considérable Si, parce que si. la promesse de base de cette équipe, c'est Ouais. ah mais on prend personne nous prend à l'aile. Ouais, Ouais, alors qu'en fait, c'est faux. après, honnêtement, qui peut stopper Luka? Parce que moi, j'attends la réponse. Hein. Ouais, mais j'ai vu des équipes sur la saison régulière se faire moins trouer que c'est incroyable comment il fait ce qu'il veut, balle en main. Il va où il veut, quand il veut, il sert qui il veut. Donc pour moi, c'est problématique. La promesse, c'est tellement galvaudé, Ben, t'as raison. C'était ouais, personne peut nous attaquer, on a les deux meilleurs two-way players aux ailes. C'est une équipe d'attaque. Depuis 2 ans, c'est ce qui se passe, c'est une équipe d'attaque. C'est-à-dire que c'est une équipe de jump shot. Et moi, c'est ce que je dis depuis quelques mois, c'est pour ça que ça me fait peur. Parce qu'en fait, c'est une équipe d'esthètes. Une équipe d'esthètes qui pense que parce qu'elle est plus forte que toi en attaque, parce qu'elle sait plus mieux tirer que toi, elle va te battre. Sauf qu'en fait, quand tu as Marcus Morris qui continue par moment à disjoncter complet sur des choix offensifs, Pat Bev, Reggie Jackson, trop de joueurs comme ça qui ont des minutes. Et puis l'intérieur, c'est-à-dire que sur pick and roll, ils se font trouer. Ils se font trouer complet et là, c'est pas tellement la faute, c'est qu'en fait, Ibaka, il est pas à 100%. Et là, vraiment, cet ajout-là, moi, je l'avais adoré à l'intersaison. C'était mon ajout peut-être préféré chez un contender. Bon, Harden, ça compte pas. Mais Ibaka, c'est plutôt pas mal comme ajout, Harden. Ouais, tu vois, ça compte pas. Mais Ibaka, c'était parfait. Et sur le début de saison, franchement, dans des gros matchs, il était super bon. En tant que titulaire, d'ailleurs. Mais Zubac, ok... Bon, Luka, il en fait ce qu'il veut. Sur le pick and roll. Tu mets Dwight Powell, tu mets Kleber, tu mets Porzi et c'est fini. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas surpris en fait. Oui, je sais qu'il y a des équipes qui sont capables de changer le mot dans les settings playoffs. Oui, je suis d'accord. Sur le potentiel, le double combo, le monstre à deux têtes, Kawhi, Paul George, oui, je suis d'accord. Mais je ne l'ai pas vu Ils ont joué quoi? Plus de 100 matchs ensemble. Je l'ai pas trop vu encore à des moments surtout importants. Qu'ils ont joué on est au milieu de leur 3e série de playoffs là. Ouais, 3e série. Et à chaque fois, ils sont censés avoir, avant le début de la série, pour sûr le meilleur joueur. Et peut-être, franchement, ça m'aurait pas choqué que certaines personnes l'année dernière disent que Paul George était meilleur que Luka sur un setting playoff. C'est faux, hein. Mais Paul George, c'est un All-Star au max. À l'aile, qui a déjà été multiple All-Star, il a été first team All-NBA, il a été top 3 course MVP il y a 2 ans. C'est vrai. Donc c'est problématique. Mais je suis vraiment content. Et en face, Porzi, en plus, il est mauvais. Il est pas bon, Porzingis. Il est pas bon, il s'en fout. Il a aucune motivation. Imagine si c'était le Porzi bon. Mais c'est pour ça. S'il prend la balle, il tire. Je suis assez content, alors même si j'ai un peu axé la conversation, qu'on reste pas dans la caricature à dire c'est playoff Paul George, parce que je trouve que je garde mes billes pour le DH20, mais que Kawhi Leonard, ça va faire 3 séries que je le trouve plus que limite. Après, tout découle de c'est les meilleurs two-way players, il leur faut un chef d'orchestre, ils l'ont pas. Enfin, ça, on commence à le voir. Maintenant, c'est à tester. Ils l'ont pas. Sur le pick and roll, tu l'as dit, sans Ibaka, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que aussi, une des promesses de base cette année, c'est de se dire,
Alors, on a un 5, Beverley, George, Morris, Leonard, Ibaka. Défensivement, on switch partout, on peut mettre des 3 points, pour moi, c'était avant l'arrivée d'Harden, c'était le meilleur 5 NBA possible qu'on avait, peut-être. Là, ils l'ont pas parce qu'Ibaka est pas à 100%. Donc, c'est une équipe qui m'inquiète assez. Après, ne pas surréagir, parce que Dallas reste quand même totalement dépendant du rendement de Luka Doncic, c'est-à-dire qu'un jour, si Luka fait pas un match à 30-10, ils perdent. Donc, et le shoot des Clippers devrait revenir. Je te laisse la parole, Madiane, mais mais c'est quand on projette pour la finale de conf, on projette. Oui, c'est ça. Après, on va y revenir. L'équipe qu'on leur oppose en finale de conf, je suis pas franchement plus rassuré par eux. Pareil. Non, mais en soi, on va un peu tempérer 2-3 choses. Théoriquement, quand même, normalement, ils passent Dallas parce qu'ils vont pas shooter comme ils ont shooté dans le game 1. Ils vont pas. Normalement, les prochains matchs devraient quand même mieux rouler. Ils devraient passer Dallas. Par contre, s'il y a des facteurs négatifs pour eux, ils rentrent très vite dans une zone de danger. Ils n'ont pas la marge qu'on leur pensait. C'est surtout ça, moi, que je tire de ce game 1. C'est que je pensais qu'il y avait de la marge. Elle n'y est pas, on verra. Après, pour plus tard, quand ça va s'enchaîner, quand il va y avoir beaucoup de matchs, ils passeront pas pour moi les finales de conf, même s'ils y allaient. Pour moi, peu importe qui tape, je pense que ce sera difficile. Et pourtant, on a vraiment d'autres inquiétudes dans la Cité des Anges. Pour faire un dernier petit point, parce que là on explose notre chrono sur les Clippers, est-ce que on peut pas avoir, pour les défendre, un phénomène à la Toronto, où un moment, une fois qu'il y aurait ce déblocage psychologique de passer peut-être 1-2 tours sur une finale de conf, ils peuvent être très dangereux. Surtout qu'on sait que c'est une équipe qui s'adapte à l'adversité aussi, quand même, clairement, parfois. Oui, bien sûr, parce que t'as Kawhi Leonard et Paul George dans cette équipe. T'as Tyronn Lue qui a montré qu'il pouvait se faire des ajustements par moment. Oui, on défend Tyronn Lue ici, c'est possible. Parce qu'offensivement, ce qu'il propose, c'est toujours intéressant. Donc je suis d'accord avec toi. Et pour moi, c'est même je vais te dire, c'est avec le niveau des Lakers depuis quelques semaines, c'est pas normal qu'on puisse pas penser que les Clippers vont les battre. Personnellement, je le trouve. Eh ben, tu vois, la transition est parfaite. Les Lakers numéro 2. Je te laisse continuer ton propos. Donc selon nous, les Lakers vont en finale, mais perdent. Je rappelle que ça a été fait avant le play-in, et avant ces derniers matchs. Depuis, j'ai vu le play-in et j'ai vu le premier match. Alors, je vais pas surréagir. Bon, déjà, c'est un échantillon de 2 matchs contre 1 pour les autres. Mais je vais pas surréagir à tout ça. Ce que je vois déjà, c'est que LeBron, il est pas à 100%. Ouais. C'est que AD, je sais pas pourquoi il veut pas tout le temps écraser l'adversaire, en fait. J'aimerais comprendre pourquoi. Les role-players sont ce qu'ils sont. Et puis il y a André Drummond. André Drummond, je suis désolé, ne doit plus voir le terrain. Voilà, je suis désolé. Ou 10 minutes. 10 minutes en sortie de banc. Pas plus. On en rigolait hier, on en parlait sur la conversation. Je me souviens, Ben, tu disais, parce qu'on rigolait, je crois que c'est Adrien qui parlait de Montrezarel. J'avais pas vu le match, j'ai revu le match. Si on parle mal de Montrezarel, qu'est-ce qu'on dit sur Drummond d'hier? Parce que c'est atroce. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, c'est que si Steve Kerr déconne pas son coaching dans le 3e quart-temps du play-in, les Lakers ne gagnent pas contre les Warriors. Parce qu'ils sont à moins 13, je crois, les Lakers au début du 3e quart. Steve Kerr, il voit qu'ils remettent... C'est pour ça que Steve Kerr, dans le classement des coachs, au bout d'un moment, moi, je vais en parler. Je vais en parler de Steve Kerr. Parce qu'il voit que quand il met Draymond en 5... Quand Steve Kerr, il délatomise complètement les Lakers sur le premier quart-temps. Et non, il fait pas ça, il repart dans ce truc classique de dire je remets mon 5 de départ, donc avec Looney et Green. C'est là où en fait il doit enfoncer le clou. Il doit enfoncer le clou et en fait il laisse les Lakers revenir dans cette fin de match. Après voilà, LeBron met des tirs. Mais Drummond, sur les 8 quart-temps des 2 matchs, Les buyouts, c'est surfait. Hein. Ça ruine la ligue. Non, mais je rappelle les questions qu'on a eues il y a 2 mois, les gars. Mais Khem Birch, il est meilleur. C'est un bon buyout, Khem Birch. Même Deadmon, les 12 minutes de Deadmon contre Milwaukee sont meilleures. Mais ils doivent regretter Dwight. Hein. Mais bien sûr qu'ils regrettent Dwight. Je l'avais dit, mais... L'argent mis sur Marc Gasol, Montrezarel et Drummond...
Je pense que c'était dans une optique saison régulière. Si tu mets ces 3 mecs-là dans une saison régulière, et Eddie se reposera en 4, c'est bien. Mais c'est de l'argent jeté en l'air pour les playoffs, pour moi. Mais c'est ce qu'on avait dit, et c'est exactement ce qu'on a dit en démarrant la saison. On a dit les Lakers seront plus forts en saison régulière, mais moins forts en playoff. Et en soi, sans les blessures, ils auraient fini tout en haut de l'Ouest. J'en suis certain. Il n'y avait pas de discussion. Mais là, on le voit, mais on le savait. Montrezl Harrell, c'est pas un joueur de playoff. André Drummond, c'est pas un joueur de playoff. Marc Gasol, il peut pas voir le terrain. Il est cramé, en fait, Gasol. Ils ont perdu des joueurs. Danny Green, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Justement, il y a Wes Matthews. C'est ce qui sauve un peu le bilan de l'intersaison. Mais il a 120 ans, Wes Matthews aussi, en plus. Mais ils sont plus faibles. Il est pas mauvais par rapport à d'autres de la rotation. Mais les gars, je vous laisse continuer. Ils sont plus faibles que l'an dernier. Point. Au-delà des blessures, le roster est moins bon. Après, Schroeder... Je trouve que c'est la parade facile de tomber sur Harrell. Schroeder, c'est limite, ils sont loin d'être les plus scandaleux de ce qu'on a vu sur le match. Mais c'est pas. Je pense que le focus aurait dû être mis sur d'autres aspects et ça n'a pas été fait. Et là, on se retrouve avec un LeBron pas à fond, un Eddie. Je pense qu'il est pas à fond physiquement. Je pense qu'il a un problème physique. Justement, ce qui doit l'empêcher de le faire. Je pense quand même que c'est un joueur de basket intelligent. Je pense que c'est juste qu'il peut pas. Sinon, il le ferait. Après, il faut... de toute façon, au moment où vous allez voir le match 2, il faut qu'il mette Eddie 5, en fait. Enfin, faut arrêter cette... mais ils sont bons à prendre maintenant. La question, c'est... on les a mis allant en finale. Moi, c'est ce que je me suis... Moi, je les ai mis dans mon bracket personnel en train de tomber au premier tour. Je me suis dit, je vais mettre une surprise, je la mets là. Pourquoi ? Parce que je me dis que le temps que cette équipe monte en régime, au vu de tout ce qu'ils ont vécu, je pense qu'elle sort et ça me fait beaucoup penser aux Spurs en 2015, qui sont champions en titre et qui sortent au premier tour face aux Clippers en 7. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à ça. S'ils peuvent nous donner une série comme ça, entre parenthèses. Ouais, série incroyable. Et en fait, justement, ça m'a fait penser à ça, avec une équipe championne en titre, mais qui se retrouve avec un seeding pas forcément le bon, parce qu'ils sont un peu à la ramasse sur la saison régulière avec des blessures, qui arrive pas à fond d'entrer en playoff, et qui se fait cueillir par une équipe qui, elle, par contre, était dans la bonne dynamique et va à fond. Et c'est le risque. Par contre, cette équipe peut très vite monter en régime, et désolé, mais quand t'as LeBron et Eddie aller à 80%, ça bat beaucoup de monde. J'ai pas de doute qu'à 100% contre 100%, ils gagnent une série contre les Suns en 7. Mais là, il y a danger parce que tout ce qu'on a dit, les problèmes d'effectifs, et ils sont pas à fond là et ils ont leurs 2 superstars qui dominent pas. Est-ce que ces Suns-là sont la deuxième meilleure équipe qui a vu cette version des Lakers ? Pour moi, ils sont pas meilleurs que le Heat. Le Heat est vraiment bon, mais je suis pas sûr que cette équipe-là soit meilleure qu'une équipe qu'ils ont vue à l'Ouest hier. Si, la saison dernière, pardon. Les Nuggets, ils sont forts l'an dernier quand même. Ouais, mais les Nuggets l'an dernier, ils sont forts quand même. Enfin, pour taper les Clippers, fallait pas être nul. Ils sont carbo. Mais en fait, ils sortent de séries en 7. Par rapport à ça, c'est juste que cette équipe est moins faite pour les playoffs. L'année dernière, Anthony Davis et LeBron James, qui est meilleur que ces 2 joueurs-là dans les playoffs ? Personne. Ils marchent sur l'eau. Et là, l'équipe est moins construite pour les playoffs. Anthony Davis et LeBron James sont pas là. Je veux dire, à un moment, c'est LeBron James. Il y a une séquence où il n'arrive pas à enfoncer Mikal Bridges au poste. Mikal Bridges est un très bon défenseur. C'est LeBron James. Il doit l'enfoncer. Il doit prendre un fadeaway. Le premier pas est lent. Tu vois dans les finitions, LeBron James c'est un joueur all-time dans les finitions près du cercle, il est pas bon. Davis prend des pull-ups à 3 points, enfin bref, les deux sont hors de leurs chaussures, les deux sont pas là. Le point positif c'est que LeBron James, la stat est passée, il perd quoi, 5 de ses 9 derniers matchs 1, il s'adapte très vite, donc je vais pas vendre la peau des Lakers maintenant, surtout que à l'exception des Suns qu'ils ont joué, du coup, les autres ogres, entre guillemets, de l'Ouest sont pas plus rassurants. On a parlé du Jazz, on a parlé des Clippers, donc je vais pas vendre les Lakers maintenant, mais je me dis en ayant investi vous l'avez dit, dans ce secteur intérieur,
bah ils sont vraiment à la peine sur le backcourt en fait, vraiment vraiment à la peine. Et l'aspect physique dont on a parlé l'année dernière, je pense qu'ils en auront moins besoin cette année, mais ils ont besoin de shoot. En fait, ils ont besoin de joueurs complets ils ont des joueurs de mission. Et Drummond, c'est un peu le symbole de tout ça. Mais je suis assez inquiet. Si je devais conclure rapidement, ils se sont éloignés de notre numéro 1, selon moi. C'est ça. Et moi, je trouvais ça franchement intelligent pour la saison régulière. C'est-à-dire que faut pas trop faire jouer AD au poste 5, ça le fatigue de toute façon. Ouais, mais ça... Bref, je vais pas faire du first take, mais va falloir arrêter ça. Il est meilleur pour la saison régulière. En fait, pour la saison régulière, je trouvais ça bien. Bon, tu fous des pivots de saison régulière, tu le mets en 4, et quand tu arrives en playoff, là, tu le lâches au poste 5. Mais plus, bien plus. Le problème, c'est que ils ont continué à faire jouer hier soir des mauvais postes 5, des postes 5 qui sont onéreux et donc qui n'ont pas permis, comme tu l'as dit, de renforcer l'effectif. Ils ont perdu Green. Ils ont perdu d'autres joueurs durant cette intersaison. Rondo, Green, des joueurs importants Rondo, Green, Dwight, des joueurs importants de rotation. Ils ont essayé de remplacer Green par Ben McLemore et Wes Matthews. C'est un peu moins solide. Horton Tucker peut pas peser. Horton Tucker, il est trop jeune encore pour peser. Kuzma est sur courant alternatif, alors que l'année dernière, dans la bulle, c'était le 3e meilleur joueur des Lakers pour moi. Dans pas mal de matchs. Rondo pouvait l'être, hein, bien sûr, mais était pas mal. Donc, après, moi, je le dis, si LeBron il revient à 100%, cette équipe-là, elle va aller en finale de conf. Donc, faut juste. On va voir comment il va s'adapter après-demain ou après-demain. C'est ça qui va être trop intéressant. Eh bien, finissons, messieurs, par les Brooklyn Nets. Unanimement, à noter unanimement dans le site numéro 1. Ah non, il y a Adrien. Il y a Adrien. Qui ne parie jamais contre LeBron James, mais je pense qu'au-delà de ça, sinon il les aurait mis aussi. Il y a Adrien. Je vais utiliser une notion qu'on utilise souvent en NFL avec Alan. C'est l'idée, on appelle ça le field. C'est en gros, pour traduire pour nos auditeurs qui ne sont pas férus d'autres sports américains et non plus de paris, c'est l'idée en gros toutes les autres équipes. Donc ma question, Alan l'a deviné déjà, vous prenez les Nets ou le field, c'est-à-dire que demain on vous demande de parier soit les Nets champions, soit l'intégralité des autres équipes de DC Playoffs potentiellement champions, vous prenez qui? Le field. Ouais, alors pas pour des raisons sportives, mais je mets le field parce que j'ai peur qu'il y en ait un des trois qui se pète. C'est sportif, hein. C'est sportif. Mais les gars, dans les duos qu'on a actuellement, je pose volontairement cette question parce que j'ai fait c'est très petit, hein, mais tout au long de cet épisode, j'ai volontairement mis en avant le fait que dans tous les duos, il y a soit un, soit deux des éléments qui sont dysfonctionnels. S'ils en perdent un, ils ont encore deux joueurs. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils en perdent un et que le deuxième soit dysfonctionnel. Ça dépend duquel que tu perds. Et en fait, malheureusement, cette équipe, ils se sont beaucoup reposés en saison régulière. Ils n'ont pas joué souvent ensemble, les trois. Et mine de rien, moi, je m'interroge encore sur est-ce que ça ira au bout, notamment Kevin Durant et Kyrie Irving. Limite, s'ils perdent Kyrie, c'est moins grave. Les deux qui nous ont défoncé samedi, merci. Et dis-toi, Kevin Durant n'a pas si bien shooté que ça. Oui, c'est vrai. C'est ce qui fait très peur. Mais voilà, en tout cas, voilà. Moi, c'est mon interrogation. S'ils jouent tous les matchs, tous les trois, il n'y a aucune question à se poser. Et je pense que c'est les 10 balles les mieux investies. Hein. Est-ce que tu trouves pas cette notion-là un peu surfaite? Je vais aller vers toi, Alan, après. Madiane, de l'idée de ils n'ont pas joué ensemble, etc. Parce que certes, dans les premiers Big Three dont je me rappelle, on avait souvent ça, mais depuis, ça n'a jamais posé problème. Hein. C'est-à-dire que ça a jamais. Mais c'est pas une question sportive. Ouais. C'est une question physique. Ils n'ont pas joué ensemble parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est surtout ça qui m'inquiète. C'est pas sportivement. Moi, les trois sur le terrain, allez-y les gars. Moi, de toute façon, je pense que offensivement, ils ont bien plus de choses à apprendre à n'importe qui sur la planète basket, et c'est un feu d'artifice clairement. Le Big 8 des Celtics gagne la première année, celui du Heat va en finale la première année. Hein.
Au bout d'un moment, quand t'as Et des joueurs... les Warriors avec Durant gagnent. Ça peut pas... Pareil pour un Big Three, celui de Cleveland va en finale dès la première année aussi. Sans deux. Sans Love. Donc, c'est un peu surprenant. Je vais changer, je prends les Nets. Là, j'y pense depuis 2-3 minutes, je prends les Nets. Si j'ai de l'argent à investir, je mets les Nets. T'as toujours sur le terrain deux des trois mecs. Et je le savais, mais je l'ai expérimenté samedi. Alors, le mec traumatisé. Non, mais je l'ai expérimenté samedi. Je pars dans cette série, je sais que j'ai aucune chance. Et si je gagne un match, si je gagne 2 matchs, pour moi, c'est comme si j'avais gagné la série. Je me suis dit ça avant le début de la série. Ouais. Tu vois. J'en prends un, je suis super content. C'est pas tenable sur 48 minutes de stopper offensivement une équipe qui peut avoir tout le temps sur le terrain, soit KD Kyrie, soit KD Harden, soit Harden Kyrie. Parce qu'en fait, les gens ils pensent aux 3. Mais en fait, c'est pas ça qu'il y a les 3. C'est qu'il y a toujours les deux. C'est ça qui est. Il y en a toujours 2. Et ça, c'est horrible. Non, mais c'est horrible. Avec des role-players qui sont pas ceux des Clippers et des Lakers. C'est ça. Non, mais... Chamette. Mais ils ont gardé Harris. Mais c'est trop chiant. Bah, c'est trop chiant parce qu'en fait, c'est peut-être le gars que tu vas laisser. Mais tu peux pas vraiment en fait. Tu peux vous vous rendez compte qu'ils ont Dinwiddie sur le flanc. Alors Dinwiddie c'est pas Michael Jordan hein, mais il est pas là le mec hein, mais franchement par contre ça aurait été pire. Moi je pense qu'il l'aurait tradé s'il était en forme. Je pense qu'il l'aurait tradé, ils auraient pris une pièce complémentaire, ça aurait été encore pire. Ouais, possible. Mais t'as aussi Mike James, t'as aussi les intérieurs. Il y a le chouchou d'Alan. Ah oui, Claxton. Bah, il voit le terrain et il voit le terrain, il était ok. Hein. Ouais, avec Griffin, il est pas bon, ils en ont rien à faire. C'est ça, tu lui demandes de poser des écrans et rouler vers le cercle. Enfin, beaucoup de gens peuvent faire ça, t'as pas besoin d'investir beaucoup d'argent là-dedans. Mais en fait, c'est ça, c'est que même si. Et puis il y a ça aussi au bout de. Ok, il peut y avoir une panne d'adresse sur 2 cartons, même sur un match, hein, ils peuvent perdre. Je pense pas qu'ils vont faire 16-0, je le dis, hein, clairement. Non. Mais là, au bout d'un moment, en plus, les tirs compliqués qu'ils mettent, c'est ça aussi. Parce que qu'on ne parle pas de beau jeu d'Anthony Nash, hein, c'est de l'ISO. Hein. C'est de l'ISO, mais juste. Nash, il a quand même le job le plus simple. C'est ça, mais c'est de l'ISO trop fort. C'est de l'ISO trop fort. Voilà, c'est de l'ISO trop forte. Harden, il a été. Mais je pense qu'il n'y aura pas un mec qui peut faire un meilleur job que ce qu'a fait Robert Williams sur Harden en switch dans pas mal du match. Pourtant. Bon, il en avait rien à faire. Au bout d'un moment, il faisait juste du kick-out pour les coins, il donnait la balle à Kyrie ou à KD. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment Et c'est pour ça qu'on a applaudi ce trade il y a 6 mois. Et je suis content qu'on a eu cette analyse-là il y a 6 mois. Parce que ça s'y retrouve et je pense qu'ils sont programmés pour aller au bout. Ouais, et au-delà, moi je trouve que le symbole, on l'a eu en fait. On l'a eu le scénario où, dans le game 1 où ils n'ont pas d'adresse. Mais ils gagnent quand même parce qu'il y a un moment où l'adresse elle vient et puis ils te tuent. En fait, dès lors que leur adresse. En fait, ils peuvent ne pas avoir d'adresse, ok. Mais ces 3-là, en même temps, ne pas avoir d'adresse sur 4 cartons, c'est un événement qui est très improbable. Et du coup, forcément, quand il y a un moment où ils se remettent en jambes, bah là, game 1, c'est plutôt Kyrie qui a été un peu plus adroit que les 2 autres. Et puis, si ça se trouve, le game 2, ce sera... En fait, tu auras toujours un mec problématique et sur lequel tu peux pas vraiment défendre. Et même avec les meilleurs défenseurs du monde, better offense, enfin la meilleure attaque te bat toujours en fait en NBA. C'est-à-dire que la défense, c'est bien en NBA, hein. C'est très très bien la défense et tu peux pas gagner sans défense. Néanmoins, une meilleure attaque te battra toujours. C'est-à-dire que si un mec te tire sur la tête, ben il te tire sur la tête. Tu peux rien faire. Rien à rajouter, enfin vraiment absolument rien à rajouter. Du coup, si on classe un peu, parce que clairement ça s'entend dans nos discours, les Nets sont un petit cran d'avance maintenant par rapport à leurs poursuivants. Vous classez comment leurs concurrents? C'est-à-dire, là je parle plus de aller plus loin, etc. Je parle de les équipes qui ont selon vous le plus de chances de les battre sur une série en 7 matchs. Je suis pas sûr, si je vous pose cette question, je suis pas sûr de 2 choses. Je suis pas sûr que ce danger numéro 1, ce soit les Lakers.
Première chose. Je suis même pas sûr que le danger numéro 1 soit à l'ouest. Je reste persuadé que si les Clippers, par chance, arrivent jusqu'en finale, ça veut dire qu'ils ont réussi à débloquer 2-3 choses et ils sont dangereux. Parce qu'ils peuvent les battre sur l'adresse, ils ont les mecs défensivement, ils peuvent switcher, bref, ils sont dangereux. Mais vous rembobinez le podcast, réécoutez le passage sur les Clippers. C'est quand même assez inquiétant. Mais moi, c'est Milwaukee pour moi. Ouais, les Bucks peuvent faire quelque chose, mais en fait, faut que tout s'aligne. Faudra que tout s'aligne de toute façon, parce que c'est tellement une... Oui, il faudra que tout s'aligne quoi qu'il arrive pour les battre, mais en soi, en fait, au-delà de cette question, parce que du coup, je répondrai les Bucks, moi, le problème de cette question, c'est qu'on est là en train de chercher l'équipe. C'est ça qui m'a gêné. T'as posé la bonne question, c'est-à-dire que moi j'étais là en mode attends les Lakers, attends non peut-être pas les Clippers, et puis tu cherches et puis tu changes d'équipe, tu regardes un peu qui a les armes, etc. Ouais, mais ça va pas le faire en fait. En fait, le problème c'est que il y a un premier clair, mais le deuxième, ils ont tous des problèmes. Tous à certains niveaux, ils ont des problèmes et du coup, bah forcément c'est l'équipe qui arrive avec le plus. En fait, le problème c'est que ce qui aurait pu marcher, c'est si les Nets arrivaient en playoff avec pas de certitude et les autres équipes ont tourné comme il faut et arrivent, bon, nous on a l'expérience, on joue ensemble depuis 2 ans et puis on peut arriver collectivement à vous battre. Le problème, c'est que toutes ces équipes-là, elles ont beau être là depuis plus longtemps, elles n'ont pas plus de certitude que les Nets et les Nets ont de meilleurs joueurs. Mais en fait, c'est ça qui pose souci. Toutes ces équipes ont des incertitudes. Le seul truc, c'est que les certitudes des Nets, c'est quoi? C'est le papier. C'est en fait, on a les 3 meilleurs joueurs du monde et enfin pas du tout. On a les meilleurs trios du monde. Pardon, on a les meilleurs trios du monde et on va vous battre en fait. C'est ça leur certitude. Elle est pas sur une philosophie collective qui est en train de révolutionner le basket. On a le meilleur trio. On a 3 top 15 NBA, voilà, c'est tout. On a 3 top 15 mais NBA. Imaginons les Lakers pas blessés qui font toute la saison régulière, qui finissent premiers à l'Ouest. Bah, on aurait dit ok, les Nets ont quand même l'air d'être favoris, mais bon, les Lakers champions en titre, etc. On aurait juste parlé de l'argument LeBron seulement. Ouais, mais on aurait un deuxième. On n'a pas de deuxième. On n'a pas de deuxième meilleure équipe claire. Par contre, le fait qu'on n'ait pas de deuxième, ça, je suis assez les planètes sont alignées pour Brooklyn. Hein. On va pas se mentir. Ah, mais totalement. Ils sont bien là. Ils ont jamais été aussi favoris, je pense. Franchement, ça valait le coup d'hypothéquer l'avenir de la franchise. Pour une bague, tu peux le faire. Hein. Bah, pour plusieurs bagues, t'es ouf ou quoi? Ça peut être pour plusieurs, Madiane. Là. Ah, ça peut être pour largement plusieurs, parce que là, autant te dire que c'est en train de casser les playoffs des auditeurs, là, c'est un truc de Non, ouf. mais c'est surtout, s'ils gagnent pas cette année, Brooklyn est la destination la plus attractive depuis les Warriors et ça va être un festival. Ils le seront même s'ils gagnent. Tu sais. J'ai trouvé enfin, je me disais mais ça fait quelques semaines que il y a un truc par rapport aux Nets qui me fait tiquer. Ouais, physiquement c'est problématique. C'est pas tellement se blesser, c'est qu'ils vont jouer 4 séries, on va leur rentrer dedans. Et c'est juste le problème, c'est-à-dire que les Celtics pas trop, mais les Bucks hit, on leur rentre dedans, les Sixers, on va leur rentrer dedans, et l'équipe qui sort de l'Ouest, de toute façon c'est un champ de bataille l'Ouest, on va leur rentrer dedans. C'est juste sur cet aspect-là, parce qu'on sait que le physique a beaucoup joué, notamment dans la bulle. Mais on en fera peut-être un podcast cet été, les gars. La bulle, c'était un univers parallèle. Hein. Il y a beaucoup de trucs qui se sont pas reproduits. Hein. Complètement. Clairement. Ok, ça doit être le podcast le plus long qu'on a dû faire depuis plusieurs mois. Le 200. Le 200, ouais, ça fait un bail qu'on n'a pas parlé autant. J'ai vu dès le début qu'on allait partir, mais oui, donc on annonce les Nets gagnants du titre NBA. N'hésitez pas à nous dire du coup sur Twitter ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec notre constat. Les gens qui nous suivent savent de toute façon que ça les surprendront pas, je pense. Ça surprend. Si vous découvrez le podcast, vous allez vous dire mais ils sont à fond, mais sachant qu'on doit être les mecs les plus traumatisés qui mettent toujours en avant l'argument faut jamais parier contre les LeBron James, jamais parier. Mais là il y a un moment, faut se rendre à l'évidence. Le star power en playoff, c'est pas mal. Ça gagne toujours à la fin. Ouais. Et c'est sur cette très belle maxime qu'on va se quitter. Suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur les plateformes où vous écoutez le podcast. Suivez-nous sur YouTube, on a des problèmes techniques mais on devrait être là. Et puis on vous souhaite de bons matchs de playoff. Et à la semaine prochaine, ou à cette semaine, on sait plus trop parce que c'est un peu difficile de savoir quand tout ça va sortir. Salut à tous. Salut. Tchuss.
Là, faut absolument que je demande si Adrien il est dispo parce que moi, je serai incapable de faire le montage qui va être demandé là.